David Lisnard, bonjour et bienvenue. Bonjour, donc, merci. Président du parti politique Nouvelle Énergie, de l'Association des maires de France, donc tous les maires de notre pays, et maire bien sûr de Cannes. Le RN est l'héritier de Pétain, avait déclaré Elisabeth Borne dimanche sur Radio J, ici même. Le président de la République hier en Conseil des ministres dit on ne combat pas l'extrême droite avec les mots des années 90. De laquelle de ces deux opinions êtes-vous le plus proche, considérant que vous, à Cannes, dans le département, vous avez réussi à contrer la montée du RN? Je pense que la meilleure façon de faire monter le RN, c'est de refaire ce type de débat. Et effectivement, ça marchait déjà pas dans les années 90 d'ailleurs, l'excommunication. Et donc en l'occurrence, il y a des forces négatives, hein, c'est même du ressentiment, des éléments négatifs qu'on retrouve dans l'histoire du pays et qu'on a retrouvé dans le pétainisme et qui existent aujourd'hui et qu'on retrouve évidemment très souvent à l'extrême droite, mais qu'on retrouve malheureusement un peu partout. Aussi à l'extrême gauche. L'extrême gauche et parfois, y compris dans les partis plus traditionnels, c'est-à-dire le fait de dénoncer quelqu'un non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, ça s'appelle le racisme. Le fait de toujours se victimiser, de penser que ce qui nous arrive dans la vie en négatif est la faute des autres. Tous ces ressorts-là sont malheureusement présents. C'est un mal français, quoi. C'est pas seulement c'est un mal humain et c'est souvent parfois un mal français. Mais et je crois qu'une des missions de la politique, c'est d'être ancré dans la réalité et de créer une espérance, d'arriver à transformer les passions tristes ou les éléments de galère individuelle réelle, de recréer de l'espérance, d'avoir comme finalité la dignité humaine, de faire en sorte que la vie politique et la politique soient une épopée collective positive. C'est cela, à mon sens, qui distingue les hommes d'État et des politiciens. Le gouvernement a dévoilé par la bouche de Gabriel Attal son plan contre la fraude sociale. Est-ce que ce combat est le vôtre ou est-ce que vous trouvez ce plan trop ciblé sur les étrangers, les classes populaires, les titulaires d'allocations, etc. Il est surtout ciblé sur les médecins, les infirmiers, tous les prescripteurs d'actes médicaux parce que c'est plus facile, hein, vous l'avez constaté. Je crois qu'il est nécessaire de lutter contre les fraudes, c'est même le rôle de l'État. Le rôle de l'État a été inventé pour assumer la police et donc faire respecter les règles, y compris les règles sociales. Je veux dire, donc là-dessus, ce qui était un tabou est tombé. Lorsqu'on parlait de lutte contre les fraudes, il n'y a pas si longtemps, on nous stigmatisait, comme on dit aujourd'hui, on nous désignait comme étant populistes. Il est admis désormais qu'il faut lutter contre la fraude. La fraude fiscale, ça a été évoqué, la fraude sociale, pour plusieurs raisons. Parce que la fraude, d'abord, il y a un comportement moral répréhensible, mais c'est aussi une atteinte grave au compte public. Hypothèse basse, 8 milliards, hypothèse haute, 50 milliards par an. Donc, dans un pays qui est surendetté, surfiscalisé, avec des surcotisations, évidemment, il faut s'y attaquer. Et ensuite, parce que la fraude, elle se fait toujours au détriment de ceux qui ont besoin de l'aide sociale. Moi, je le vois, je le vis dans ma commune. Hein, vous savez, on a des centres communaux d'action sociale. On a beaucoup de personnes qui sont en difficulté et certains auraient droit, eux, à des dispositifs d'aide sociale. Ils n'y ont pas droit parce qu'ils se noient dans le maquis bureaucratique. Donc, pour répondre à votre question, il est bien de s'y attaquer, mais encore faut-il que ce ne soit pas qu'un effet d'annonce de plus. Regardez l'histoire de la fusion de la carte d'identité et carte d'identité. C'est intéressant intellectuellement, mais le premier à démentir la possibilité de faire cela, c'est le ministère de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à délivrer les donc cartes. Hier, on a eu le président de la République qui a contredit sa première ministre, et on a eu le ministre de l'Intérieur qui a contredit le ministre des Comptes publics. Ça révèle, je crois, quand même un dysfonctionnement au sommet de l'État qui devient problématique. Et ensuite, ça révèle aussi un manque de préparation. On voit bien et c'est pas propre à ce gouvernement malheureusement, c'est une dérive de la vie politique depuis de nombreuses années. Hélas, on est sur une succession d'annonces. On a l'impression que le matin, toutes ces personnes compétentes ne se réunissent pas pour dire comment on va solutionner un problème, évaluer une situation, rendre des comptes, mais qu'est-ce qu'on va annoncer aujourd'hui pour prendre l'espace médiatique. Et je crois que ça pose problème. Alors, s'il y a un vrai travail de lutte contre la fraude, d'amélioration de la délivrance
de l'aide sociale à ceux qui le méritent vraiment. Mais si parallèlement on n'est pas là-dedans, on est plutôt une fois de plus dans un effet d'annonce creux, dans ce jeu de théâtre d'ombre qui est devenu la politique nationale. Après nous avoir annoncé le Ségur sur l'hôpital et puis se rendre compte que l'hôpital continue de s'effondrer. Après nous avoir annoncé le Beauvau de la sécurité et voir que les violences sur les personnes ont augmenté de 35% en 7 ans. Après avoir annoncé que la justice, il y avait encore un nom, je ne sais plus quel était, sur la remise en place de la justice, et qu'on voyait qu'elle est défaillante. On le voit sur l'affaire Colonna. Encore un dysfonctionnement. L'affaire Colonna en prison. Colonna était un terroriste, etc. Mais ça révèle le manque de tenue des prisons, l'abandon total des prisons, le fait que les voyous font la loi en prison. Mais regardez le drame Samuel Paty. Ça révèle une fois de plus une défaillance de l'État. Donc, je crois qu'il faudrait beaucoup moins d'annonces, beaucoup plus d'exécution, beaucoup plus d'évaluation. Ça sera ça la vraie révolution politique à mener dans les prochaines années pour recréer de la confiance. Notre crise civique, c'est une crise de démocratie, c'est une crise de la confiance. Les annonces non suivies des faits alimentent cette crise de la démocratie. Sur la loi immigration, vous faites le même procès, ce sont des annonces et il n'y aura pas d'effet, ou vous pensez que là on est en train, entre LR et le gouvernement, de trouver le moyen de produire quelque chose d'efficace? Alors d'abord, moi je fais pas de procès, j'évite, j'ai des opinions, je défends mes convictions. Je doute aussi beaucoup, mais j'évite vraiment la sentence. Alors la même inquiétude alors. La sentence. Oui, ou le même constat, ou la même lucidité. C'est-à-dire, on a eu 22 lois d'immigration depuis une trentaine d'années. Et plus il y a de lois, plus il y a d'immigrés non voulus. Et ça se fait au détriment de la société française, qui est explosive. Et de l'intégration. Et ça se fait au détriment de l'intégration et de l'assimilation. C'est étonnant parce que souvent on me dit mais vous avez des positions dures, mais la France elle a changé. Oui, la France évidemment, la France aujourd'hui c'est pas la France d'il y a 50 ans, mais dans la France d'aujourd'hui, beaucoup d'immigrés ou de descendants d'immigrés ne veulent pas sont fiers d'être français. On n'en parle jamais de cela et ils ne veulent pas que le pays soit en désordre. Ils soutiennent une politique migratoire ferme. Et on va trouver la solution avec D'ailleurs, c'est pour ça que l'histoire du Danemark fait tant parler et bouscule tant les présupposés de gauche. On se dit tiens, un ministre de gauche qui dit qu'une immigration non maîtrisée, ça se fait au détriment du peuple. Mais il faut vraiment être déconnecté et être dans un microcosme azimuté pour ne pas comprendre de cette réalité. Il faut faire comme le Danemark, s'exonérer des traités européens pour reprendre le contrôle. D'abord, le Danemark ne s'en exonère pas. Le Danemark fait valoir la supériorité de son intérêt national et le fait que la maîtrise du peuplement fait partie de l'expression de la volonté nationale. Et d'ailleurs, la subsidiarité, qui est un principe européen, devrait s'appliquer en la matière, puisque vous savez que les politiques migratoires sont du ressort des États. Ensuite, ce n'est pas une volonté de l'Union européenne que de vouloir empêcher la restriction du droit du sol. C'est en fait une application jurisprudentielle de la Cour européenne des droits de l'homme au titre de l'article 8 qui fait que les juges de la CEDH ont estimé que le droit à la famille prévalait sur le droit à la maîtrise des flux migratoires. Je vais vous dire que si vraiment on continue dans la voie qui est celle suivie ces dernières années. 500 000 arrivées officielles en 2022, notre société va exploser. On sera incapable de bien intégrer, de bien assimiler. On va laisser sur le carreau les immigrés, l'immense majorité des immigrés qui sont des gens méritants, qui viennent pour des bonnes raisons et qui doivent progressivement devenir dépositaires de la culture, de la singularité française. C'est ça l'esprit républicain. On va trahir la République. Donc il est temps de retrouver une efficacité migratoire. Ce que propose LR, je trouve en l'occurrence, est à la fois ferme mais raisonnable. C'est pas démagogue, c'est sérieux, y compris d'un point de vue juridique. Et je pense, vous me demandez mon approche, je pense que le gouvernement n'ira pas au bout du geste parce qu'il y a trop d'ambiguïté de la part du président de la République sur ces questions-là. Il y a trop de segmentation, trop de marketing politique. Et le en même temps, qui est une richesse intellectuelle pour analyser une situation, c'est une grande faiblesse dans l'exécution des choses. Une décision, elle est forcément manichéenne. Une décision, elle est forcément tranchée. Dès que vous gérez un groupe humain, vous êtes patron d'une équipe, patron d'une entreprise, président d'une association, chef de famille, vous savez qu'à un moment donné, vous pouvez pas vous dire en même temps on fait ci, en même temps on fait le contraire. Voilà. Le en même tentisme migratoire ne fonctionne pas, comme il ne fonctionne pas sur les comptes publics, comme il ne fonctionne pas sur la sécurité et face au délitement de l'État. Une question au président de l'AMF. Les Français craignent une forte hausse des taxes foncières parce que les communes ont besoin d'argent et que l'État a coupé pas mal de ressources. C'est vrai, il y aura une forte hausse partout?
il y a 19% des communes qui vont augmenter leur taux de taxe foncière, donc 81% des communes qui ne vont pas augmenter leur taux de taxe foncière. La taxe, le prélèvement de foncier va augmenter partout parce qu'il est réajusté du montant de l'inflation, ça c'est automatique, mais ça c'est national. Les maires, eux, ils votent les taux. Et donc 81% des maires ne touchent pas les taux ou les baissent, et 19% les augmentent. Vous remarquerez ce paradoxe que plus l'État a recentralisé la fiscalité, plus il a supprimé des impôts des autres pour faire de l'annonce un peu démagogue. Ça a été la taxe professionnelle, puis la taxe d'habitation, puis la CVAE. Plus les prélèvements obligatoires ont augmenté. Étrange paradoxe qui devrait nous interroger. L'État annonce des baisses d'impôts chez les autres, mais le montant global de la fiscalité augmente parce que le montant des prélèvements de l'État, lui, augmente plus vite que la baisse des fiscalités locales. C'est quelque chose qui n'est jamais dit et qui est une réalité factuelle. On a le record du monde de la dépense publique, on a désormais le record du monde des prélèvements obligatoires, impôts et charges. En revanche, on a déresponsabilisé les élus qui n'ont plus comme levier que le foncier bâti, et ça se fait au détriment des propriétaires qui sont les victimes expiatoires de cette politique. Au nom de la maîtrise des comptes publics, souhaitez-vous que l'on bloque la proposition de loi Lyotte qui veut abroger la réforme des retraites récemment votée, ou souhaitez-vous au contraire qu'on vote cette abrogation pour remettre le débat à zéro ? Alors moi, là aussi, je suis un citoyen, mais je suis pas parlementaire. Donc je crois que c'est aux parlementaires d'assumer leurs responsabilités. Je dis simplement qu'il y a un article de la Constitution qui s'appelle l'article 40 et qui dispose qu'une initiative parlementaire, donc un texte, une proposition de loi qui vient soit des sénateurs, soit des députés, ne peut pas affaiblir les comptes publics. Mais Éric Coquerel, président de la Commission des Finances, a refusé de l'activer. Peut-être qu'Éric Coquerel est idéologue avant d'être juriste. Vous continuez à croire que la capitalisation, c'est la bonne manière de réformer les retraites ? Bien sûr, je pense que c'est inéluctable et c'est positif. On continue le sado-réformisme avec cette réforme des retraites. Écoutez, j'ai un certain âge maintenant, j'ai vécu les mêmes scènes quand j'étais gamin, les mêmes ballons rouges, les mêmes slogans. Enfin, vous avez aussi un peu d'expérience, Christophe Barbier, vous l'avez vécu. Comment en arrive-t-on à cette vie politique qui consiste à penser qu'une réforme est bonne si elle est douloureuse, alors qu'en fait ce n'est qu'une demi-réforme technocratique et paramétrique. La capitalisation collective et obligatoire, chaque mot est important, permettrait aux salariés les plus modestes un montant de cotisation équivalent, de ne plus cotiser pour les autres et notamment les régimes privilégiés et de se constituer leur propre capital. Moi, je suis pour une société de propriétaires et permettre aux gens les plus modestes d'être propriétaires d'une partie de leur retraite, je pense, c'est une condition de performance économique mais aussi de dignité humaine qui est la finalité de l'action publique. Eh bien, on en reparlera. David Lisnard, merci, bonne journée. Merci. Merci, messieurs. On retiendra le dysfonctionnement au sommet de l'État devient problématique. Merci et Christophe, on vous retrouve demain en compagnie d'Élodie Jacquier qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée MoDem de l'Isère. À demain. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin